Salut à toi qui regarde ma vidéo aujourd'hui. Merci déjà pour ton temps et pour ta disponibilité. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je parle de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu es intéressé par ces deux thèmes, tu peux t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Là, tu reçois l'information lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Tu peux également me laisser un commentaire et n'oublie pas de m'envoyer un like. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as des proches que ces thèmes peuvent intéresser, tu peux partager cette vidéo et me recommander naturellement. Voilà, pour les jeunes Africains qui arrivent dans la diaspora et ceux qui aspirent séjourner dans la diaspora, cette vidéo est particulièrement pour vous. Pour les plus anciens dans la diaspora, s'il vous plaît, laissons la philosophie. Intéressons-nous aux chiffres, intéressons-nous aux faits et intéressons-nous à l'expérience. N'est-ce pas? On dit souvent que si l'école ne t'apprend pas quelque chose, la vie va te l'apprendre. Donc l'expérience joue un grand rôle. S'il vous plaît, les plus anciens, déposez vos égos et aidez vos cadets. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez ces informations à vos cadets. Ces informations sont capitales et valent de l'or. J'ai même voulu vendre cette vidéo parce que je suis dans un projet où je suis en train de préparer des vidéos haut de gamme où je vais vendre le contenu. Donc ce contenu faisait partie de ces vidéos-là, mais j'ai décidé de mettre ça à votre disposition de manière gratuite. La seule chose que vous avez à payer ici, ce n'est que votre temps et votre disponibilité. Voilà. J'ai pris 15 ans de ma vie pour regrouper toutes ces informations et ces informations, je vous sers ça dans cette vidéo comme festin. Voilà. Nous allons dans la vidéo d'aujourd'hui parcourir 10 conseils pratiques pour votre succès. Je dis bien encore, ceux qui arrivent dans la diaspora, ceux qui aspirent à séjourner, ou alors ceux qui sont plus anciens et qui ont des cadets qui vont dans ce sens. Voilà. Partagez cette vidéo au maximum. Toi qui m'écoutes, assieds-toi convenablement. Tu peux prêter ton bloc-notes, ton stylo et ta calculatrice. On continue juste après le générique. Premier conseil, si tu es étudiant, apprenti ou travailleur, cherche-toi un ou plusieurs boulots. Si tu es dans un pays européen, c'est faisable, c'est trouvable. Voilà. Comme boulot que tu peux faire quand tu es étudiant ou apprenti ou travailleur, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire la vaisselle dans les restaurants et dans les stades de football. Tu peux faire le service de vente de boissons et de fast-food dans les stades de football lors des matchs. Tu peux faire des déménagements, c'est souvent payé cash sans payer les impôts et voilà, ni vu ni connu, sans trace. Tu peux travailler dans les call centers, tu peux travailler dans les foires. Tu n'as pas besoin d'une formation spéciale pour pouvoir faire ça. Ton statut d'étudiant ou d'apprenti, ça te suffit largement. Si tu as le permis de travail dans ta carte de séjour, alors ça se fait, c'est facile à obtenir. Tu peux également, pour ceux qui sont étudiants, tu peux être chargé des travaux dirigés, tu reçois de l'argent. Tu peux être également chargé des travaux pratiques à l'université ou à l'école. Moi qui vous parle, j'ai fait ça, j'étais au 3e semestre en génie mécanique où j'étais déjà chargé des travaux dirigés. Au point de départ, j'ai fait mathématiques, puisque c'est la mathématique ici, là, où les 4 premiers semestres, c'est du n'importe quoi. Quand je compare avec les mathématiques qu'on a eu à faire en première, en terminale,
au pays, il n'y a vraiment pas match. Donc du coup, après le premier, deuxième semestre, je te sens à l'aise. Voilà, j'ai été chargé de travaux dirigés. Et par la suite, donc, j'ai continué avec un stage, je vais dire un stage payant en entreprise. De toutes les façons, la plupart de mes jobs, je les faisais à l'université pour avoir de l'argent. C'est possible, il faut juste côtoyer les professeurs. C'est très important. Voilà, tu peux te lancer dans la coiffure, ça peut être pour les hommes, ça peut être pour les femmes, ça peut être pour les enfants. Tu peux te lancer dans le maquillage, dans les soins corporels, dans le massage, manicure, pédicure, etc. Ça va te rapporter de l'argent, n'est-ce pas? Pendant les congés pour les étudiants ou les apprentis, tu as un peu de temps. Tu peux travailler donc dans certaines entreprises, comme par exemple la production en plein temps, n'est-ce pas? Et les entreprises, il y a des périodes où les entreprises font vraiment des offres dans ce sens. Surtout la période où ils savent que les étudiants sont en congé. Ils font des offres. Tu peux postuler et tu te fais de l'argent en plein temps. Pour un bon boulot, pendant 3 mois, imagine tu fais plus de 1000 € chaque mois. Pendant 3 mois, tu peux toi-même calculer ce que ça te revient en 3 mois de congé ou en 2 mois. Voilà. Tu peux également travailler à la poste ou tu travailles dans la livraison des boissons à domicile. Tout ce que je cite là, c'est vérifiable. Voilà. Tu peux faire des cours de répétition, c'est payant. Tu reçois de l'argent. Tu peux même faire te faire une petite carte de visite et tout pour avoir juste ton contact. Tu lances même dans les boîtes à lettres. Et puis, on te contacte lorsque tu as peut-être une maison qu'on doit nettoyer. Le nettoyage des maisons, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a même d'autres personnes qui, étant étudiants, ont fait ça. Finalement, ça a tellement rapporté qu'ils ont laissé les études. Ils ont continué dans ce sens. D'autres ont créé les entreprises de nettoyage. Donc, il faut observer ce terrain-là. Deuxième conseil, que tu sois étudiant, apprenti ou travailleur, voilà, cherche un logement qui ne dépasse pas 50% de tes revenus. Faites tout pour intégrer les cités universitaires, c'est plus économique. Les frais d'électricité sont compris dans le loyer, l'eau c'est dans le loyer, le chauffage, l'internet et tout le reste. Et les loyers sont abordables. Je pense quand même que dans un pays développé où tu trouves une chambre où tu payes 200, 210, 220 €. Moi par exemple, quand j'étais étudiant, ma toute première chambre, j'ai payé 140 €. 140 €, vous imaginez 140 €, si un étudiant qui gagne peut-être 500 ou 600 € le mois parvient, paye le loyer à 140 €, vous pouvez vous-même calculer combien lui reste. Parce qu'il ne peut pas manger 500 €. Voilà. Et les superficies des chambres d'étudiants ou d'apprentis varient généralement entre 10 et 14 mètres carrés. Voilà. Ce qui est largement suffisant pour ta période de formation, ta période d'études. Voilà. Et en plus de ça, il faut savoir que plus la pièce dans laquelle tu vis est grande, plus tu te sens à l'aise. Et quand tu es trop à l'aise, tu n'as pas envie de quitter ta zone de confort. Donc, tu n'auras pas vraiment la pression pour sortir de là. Or, quand tu prends un truc serré, 10 mètres carrés, tu veux vite faire pour quitter de là. Et la seule façon de vite faire pour sortir de là, c'est de finir tes études et de finir ta formation. Voilà. Dans ces 10 mètres carrés, tu as un lit, une place, tu peux prévoir 2 matelas. Parce que voilà, un ami peut te rendre visite pour le week-end. Voilà, vous n'allez pas serrer sur un petit lit, je sais pas, sur un petit lit, une place. Voilà, donc avec un deuxième matelas, tu peux mettre au sol, il se couche, il fait ses 2 jours et puis il rentre, n'est-ce pas? Voilà, et ça te suffit pour une armoire, une petite table d'études, 2 chaises. 2 chaises pourquoi? Une chaise pour toi. Et si peut-être tu as un camarade de classe qui veut venir travailler avec toi sur un thème, voilà, il peut s'asseoir sur la deuxième chaise. Voilà, ou alors si tu as une visite, soit de ta petite amie à la maison, elle a au moins une chaise sur laquelle elle peut s'asseoir pendant que tu es assis sur l'autre. Donc je vais dire 2 chaises, ça te suffit largement. Un laptop, une télévision, te suffisent largement pour tes études ou pour ta formation. Tu dois réduire tes dépenses à un strict minimum. Puisque c'est pour un temps, tu étudies pour un temps. Voilà. Troisième conseil, très important. Ça, c'est quelque chose que je vais mentionner à vive voix. De vive voix, pardon. Évite de faire le permis de conduire pendant que tu es encore étudiant ou apprenti.
Le permis de conduire va te coûter en moyenne 3 000 € en fonction de la ville où tu le fais. Cette somme de 3 000 €, tu payes tu ne payes pas une seule fois, tu payes en différentes tranches. Tu peux payer ces 3 000 € sur une durée d'1 an, n'est-ce pas? Après le permis de conduire, il te faut naturellement une petite voiture pour rester dans l'exercice. L'achat d'une voiture va te coûter au minimum, une petite voiture hein, de 1 000 € avec enregistrement, plaque d'immatriculation et tout le reste. Tu seras donc à peu près dans les 1 200 €, n'est-ce pas? La voiture a une assurance qui va te coûter au minimum 50 € le mois. Nous sommes à 600 € par an, n'est-ce pas? Pour la voiture, tu as également les taxes sur les véhicules qui s'élèvent en moyenne à 100 € par an, n'est-ce pas? Le carburant sera autour d'un plein tous les 2 mois, tout en considérant que tu ne te déplaces pas beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Si tu as par exemple un réservoir de 50 litres et que tu dépenses 2 €, voilà, et que le litre c'est 2 €, bon, en faisant un plein chaque 2 mois, tu seras donc à 50 € par mois, c'est-à-dire 100 € chaque 2 mois, 50 € par mois. Bon, et il faut aussi savoir que ce véhicule que tu as, c'est un peu comme un enfant que tu envoies à l'école, que tu dois donner l'argent de baigner chaque mois, tu dois acheter le goûter chaque mois. L'entretien du véhicule te revient normalement, d'après les statistiques, en moyenne à 316 € par an. Puisque tu ne te déplaces pas beaucoup, on considère que voilà, tu vas dépenser sur la moitié, c'est-à-dire 158 € pour l'entretien de ton véhicule. Donc, ça te fera donc, si on considère donc le permis de conduire plus l'achat du véhicule et tout le reste, ça te fera donc 4 200 € d'investissement. Tu es encore étudiant. Voilà, après l'enregistrement du véhicule, tu seras à une dépense d'environ 1 458 € par an. 1 458 € que tu dépenses par an. Et si on calcule ça donc par mois, tu seras à environ 122 € par mois. 122 €. 122 €, c'est une dépense supplémentaire dont tu peux t'en passer. Et en plus, le fait d'avoir un véhicule, le fait de posséder un véhicule va beaucoup te distraire. Parce que voilà, tu auras une facilité à toujours te déplacer. Et tu vas toujours vouloir sortir. Et ce qui va vraiment t'empêcher de te concentrer sur tes études ou sur ta formation. Tu auras beaucoup d'amis qui vont vouloir toujours sortir. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule, vous serez tout le temps dans la fête. Et dans ces conditions, tu ne pourras pas te concentrer. C'est pour ça, vraiment, je te conseille d'éviter au maximum de faire le permis de conduire quand tu es encore étudiant ou alors quand tu es encore apprenti. Quatrième conseil, épargne pendant tes études ou pendant ta formation. C'est très important. Oui, beaucoup de personnes se disent que bon, comme je suis encore étudiant, je n'ai pas besoin d'épargner et tout, je n'ai pas de charge, voilà. Mais tu prépares l'avenir. Quand tu arrives dans la diaspora, tu viens en guerre, tu es en combat. Donc tu dois te munir des armes. Sinon tu vas regretter les années d'après. Voilà. Épargne pendant ta période, pendant tes études ou pendant ta formation. Supposons que tu as un revenu de 600 € par mois en tant qu'étudiant. Arrange-toi à épargner au minimum 150 € par mois. Ça correspond exactement à 25% de tes revenus. Donc un quart. Voilà. En un an, si tu épargnes, disons, si tu épargnes 150 € par mois, en un an, tu as épargné 1 800 €. Et quand tu aurais fini tes études, donc, les études qui vont durer 6 ans, si tu épargnes 1 800 € par mois et tes études mettent 6 ans, tu aurais épargné 10 800 € pendant tes études. Je ne vais même pas tenir compte du fait que tu as de temps en temps des congés où tu travailles en plein temps dans les entreprises où tu peux facilement faire en 3 mois 2 000, 3 000 €. Non, je ne mets pas ça dans mon calcul. Je suppose que les 2 000, 3 000 € là, c'est pour certains de tes autres investissements ou de tes fantaisies. N'est-ce pas? Restons seulement dans le fait que tu épargnes 150 € tous les mois. N'est-ce pas? Tu as 10 800 € à la fin de tes études. N'est-ce pas? Si tu es en formation, alors tu vas recevoir, si je prends l'exemple de l'Allemagne, tu vas recevoir dans les minimum 800 € par mois. N'est-ce pas?
tu dois pouvoir épargner. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour épargner au moins 300 € en un mois, par mois. C'est faisable. Donc, ça veut dire que tu as 500 € pour tes factures et tu gardes 300 € que tu mets de côté. Si tu gardes 300 € par mois, en un an, tu épargnes 3600 €. Ta formation dure 3 ans. Donc, jusqu'à la fin de ta formation, tu aurais épargné exactement 10 800 € que l'étudiant a épargné en 6 ans. N'est-ce pas? Cinquième conseil. Évite les crédits de consommation. Les 0% financement, tout ça, il faut éviter ça. Ce que les Allemands appellent 0% Finanzierung. Évite ça. Évite ces crédits de consommation pendant que tu es encore étudiant ou pendant que tu es encore apprenti. Évite au maximum. Les crédits de consommation te plaisent à l'instant T. Hein? Mais les crédits de consommation détruisent ta solvabilité sur le long terme. Tu seras bloqué lorsque tu auras vraiment besoin d'argent pour un investissement sérieux, pour un investissement rentable, n'est-ce pas? Et les crédits de consommation, je parle par expérience. Moi-même, j'ai subi, j'ai eu à prendre des crédits de consommation, n'est-ce pas? Ces crédits de consommation, c'est un cercle infernal, n'est-ce pas? Quand on y entre, on ne ressort plus jamais. On n'en ressort plus jamais. Il faut tenir compte de cela. Les crédits de consommation sont un peu comme... je ne vais pas prononcer le terme, mais je vais dire ça de manière voilà, maligne. C'est un peu comme de la DROGUE, n'est-ce pas? Voilà. Il ne faudrait pas que ma vidéo soit censurée parce que j'ai prononcé une expression. Chacun va se retrouver. Voilà. Je suppose que chacun a compris. Voilà. Si tu fais recours, si tu fais recours à un crédit de consommation, il faut effectuer une dépense. C'est-à-dire que c'est pour effectuer une dépense. Voilà. Si tu t'engages à prendre un crédit de consommation, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas préparé cette dépense, tu n'es pas prêt, tu ne peux pas t'offrir l'article que tu vas acheter avec ce crédit de consommation. Donc, en conséquence, quelle est la conséquence logique? En fait, tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens, ce qui est très dangereux. Sixième conseil, tu peux faire ton permis de conduire après tes études, n'est-ce pas? Après tes études ou après ta formation, tu peux faire ton permis de conduire sans problème. Tu peux t'acheter une petite voiture avec l'argent que tu as épargné. On a dit tout à l'heure dans le calcul que tu as épargné pendant tes études, pendant ta formation, un montant de 10 800 €, n'est-ce pas? Pour le permis de conduire et l'achat d'un petit véhicule, puisque je te conseillerais pour ta première voiture d'acheter une petite voiture, parce que de toutes les façons, avec quelques temps après, tu vas certainement cogner ça quelque part. Et voilà, il ne faut pas acheter ta voiture de rêve ou juste après ton permis de conduire, c'est dangereux. Moi-même qui te parle, ma première voiture, j'ai fait un tonneau. Donc, pour dire que c'est dangereux, prends une voiture qui n'est pas trop chère. Donc, pour dire quoi, tu as 4200 € dans des dépenses pour l'achat du bien et l'enrichissement, au transport et tout le reste. Et sur les 10 800 €, il te reste disons, 6 600 €. N'est-ce pas? Septième conseil, après tes études ou après ta formation, reste dans la même chambre. C'est un conseil que je te donne. Et je parle par expérience. Si tu ne peux pas rester dans la même chambre et que peut-être l'université te demande de libérer la chambre, essaie de tout faire pour vivre, pour conserver, je vais dire quoi, pour conserver pour conserver au moins le même niveau de vie, n'est-ce pas, les 3 premières années. Parce que en tant qu'étudiant, tu vivais avec, tu avais 600 € le mois et tu vivais avec 450 €. Tu épargnais 150 € par mois. En tant qu'apprenti, tu gagnais 800 €, tu épargnais, tu dépensais pour vivre 500 € et tu épargnais 300 € chaque mois. Maintenant, tu as fini, tu as un boulot fixe quelque part où tu gagnes au minimum 1500 € net. Si tu vis donc, si tu as le même rythme de vie, le même niveau de vie, si tu as conservé le même niveau de vie, tu dépenses 500 € pour vivre et 200 € comme dépenses supplémentaires, tu seras à 700 € de dépenses. Donc, si on prend 1500 € moins 700 €,
il te reste 800 euros. Donc, après tes études, les 3 premières années, tu dois être capable d'épargner au moins 800 euros. Si tu gagnes plus de 1500 euros net, c'est encore magique. Si tu as 2000 euros, tu peux très vite voir que tu peux faire plus de 1000 euros d'épargne par mois. Par mois. Ce qui est énorme. Dans la suite de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'employer, d'utiliser cette stratégie. 8e conseil. Pendant les 3 années après tes études, forme-toi en parallèle avec ta carrière. Donc, ce n'est pas comme si tu vas laisser ta carrière, non. Les 3 premières années de ta carrière, forme-toi dans différents domaines. N'est-ce pas? Parce que, voilà, pendant les 3 premières années, tu as épargné 800 euros par mois fois 12. Si tu gagnes 1500 euros net par mois, n'est-ce pas? En 3 ans, tu épargnes combien? 28 800 euros. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Et pendant les 3 ans, donc, comme j'ai dit tantôt, tu choisis 2 ou 3 domaines où tu aimerais investir plus tard. Tu te formes et tu te documentes. N'est-ce pas? Et pour cela, pour te former, te documenter ces 3 ans-là, tu peux prévoir 5000 euros. Hein. Tu te formes avec les 5000 euros. N'est-ce pas? Voilà. Revenons donc sur le calcul de départ. À la fin de tes études, à la fin de tes études ou du début de ta carrière, il te restait 6600 euros ayant acheté ta petite voiture et tout le reste. Il te reste 6600 euros que tu as épargné, n'est-ce pas? Maintenant, si tu as épargné, tu épargnes donc après, lors de tes 3 premières années, tu épargnes 800 euros par mois. Et en 3 ans, tu as fait 28 800 euros. Les 28 800 euros plus les 6600 euros que tu avais comme épargne, tu te retrouves avec une épargne de 35 400 euros que tu as dans ton compte les 3 premières années. C'est pas fantastique? Tu as dépensé 5 000 euros pour ta formation. On fait donc les 35 000 euros là, moins les 5 000 euros. Tu as 30 000 euros que tu as dans ton compte disponible. Et avec ce montant, tu peux investir dans plusieurs domaines différents. Notamment, tu peux prendre une partie, tu investis dans l'immobilier. Tu peux prendre une partie, tu investis dans les actions. Tu peux prendre une partie, tu investis dans les crypto-monnaies. Tu peux prendre une partie, tu achètes quelque part d'entreprise. Tu peux prendre une partie, tu achètes les matières premières ou de l'or ou de l'argent. C'est à toi de voir, tu choisis ce que tu veux. Mais tu as le capital. Je dis bien 3 ans. Si tu as fait 6 ans d'études et que tu as fait 3 ans de carrière, tu es en tout à 9 ans. Donc en 9 ans, tu as la capacité donc d'investir avec un capital de 30 000 euros. N'est-ce pas? Avec donc les retombées de tes investissements, tu peux donc entreprendre, tu peux donc de temps en temps te faire plaisir. Ce n'est que normal. Mais tu as des investissements qui tournent déjà. Avec ces 30 000 euros, tu peux te lancer dans plusieurs domaines. Hein. Tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans les actions, tu peux investir dans la crypto-monnaie, tu peux acheter même quelque part d'entreprise, tu peux investir dans les matières premières, tu peux investir dans l'or, tu peux investir dans l'argent. C'est à toi de voir en fonction des domaines dans lesquels tu t'es formé. Le plus important, c'est que tu maîtrises le domaine dans lequel tu veux mettre ton argent. Et avec les retombées de tes investissements maintenant, tu peux donc de temps en temps te faire plaisir. 9e conseil. Ne t'épanouis que lorsque tes investissements commencent à être rentables. N'est-ce pas? Voilà. Après les 3 ans, lorsque tes investissements, disons après les 3 ans, tu as commencé à investir. Quand tu te rends compte que c'est en train de produire, tu peux donc décider de quitter cette petite chambre où tu étais. Voilà, tu peux louer un appartement un peu plus grand, un peu plus chic. Voilà. Et ne te précipite pas à dire que bon voilà, j'ai fait un investissement, ça commence à me rapporter de l'argent. Tu te précipites à acheter ton bien à usage personnel. C'est dangereux parce que tu vas plomber tes investissements. Tu peux te retrouver dans une situation où les petites retombées de tes investissements, tu dois encore mettre tout ça dans ton bien immobilier à usage personnel. C'est pour ça que tu dois prendre le temps. Tu vis d'abord un peu en location. Ensuite, le temps de continuer à épargner. Tes investissements sont déjà en train de tourner. Tu fais des économies. Tu gardes bien de l'argent comme apport personnel quand tu vas acheter ton bien immobilier pour y vivre à usage personnel. Donc,
de toutes les façons, la stratégie et les méthodes, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. 10e et dernier conseil. Si tu veux réussir dans la diaspora, si tu veux réussir à atteindre ta liberté financière, il est très important que très tôt et très vite que tu fasses le bon choix de ton ou de ta conjointe. C'est très important. Si tu as une gaspilleuse à tes côtés, tu ne vas jamais atteindre cet objectif. Tu ne vas jamais atteindre ta liberté financière. Donc, fais très attention dans le choix de ton copain ou de ta copine. Parce que je suppose que si tu es arrivé si jeune, tu ne vas pas directement te marier. Tu vas avoir un copain ou une copine. Réfléchis bien avec qui tu te lances. Réfléchis bien avec qui tu vas partager ta vie. Sinon, tu vas te retrouver en train de gagner 5 000 € et dépenser 5 500 € par mois. C'est très important. Voilà, qu'est-ce que nous retenons de la vidéo d'aujourd'hui? En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si tu es un bosseur ou une bosseuse dans la diaspora, tu peux réunir ces 30 000 € et effectuer tes premiers investissements. C'est un fait. Si tu suis bien la vidéo, si tu as bien suivi la vidéo, tu vas comprendre que c'est faisable et c'est même très facile, n'est-ce pas? Et une fois que tu as fait ça, moi je te recommande vivement d'investir dans l'immobilier. Ça va booster, ça va accélérer ton processus de marche vers ta liberté financière. Je ne connais pas de millionnaire ni de milliardaire qui n'a pas de patrimoine immobilier. Voilà. Supposons si tu es arrivé dans la diaspora par exemple à 20 ans, n'est-ce pas? Et comme c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, tu peux effectuer tes premiers investissements à 30 ans, n'est-ce pas? Et par la suite, tu peux penser donc à fonder ta famille et à te préparer pour l'achat de ton domicile familial. C'est pas la guerre. Tu dois avoir des investissements solides qui fonctionnent déjà avant de te lancer dans l'achat de ton domicile familial. Voilà. Et si tu peux atteindre ce niveau, tu dois te faire violence. Tu dois être extrêmement discipliné financièrement. Tu dois beaucoup épargner et tu dois être moins distrait. Tu ne dois pas te précipiter dans le choix de ton conjoint, de ta conjointe. Tu dois, comme on dit généralement, en amour, il faut calculer. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas prendre une conjointe, mettre à la maison. Vous n'allez pas manger l'amour et boire de l'eau. Zéro, non. À un moment donné, il y a des besoins et il faut de l'argent pour ça. Voilà. Si tu as une énorme pression au pays pour l'achat d'un terrain, ne t'endette pas pour effectuer cet investissement. Utilise plutôt les retombées de tes investissements pour le faire. Là, même si ça ne marche pas, tu n'as pas touché ton capital, n'est-ce pas? Si tu tiens à aider ta famille au pays, vote un budget trimestriel pour qu'il ne te dérange pas à tout moment. Ce ne sera pas facile pour toi de manager tout ça. Vote un budget trimestriel à partir des retombées de tes investissements. Tu peux voter un budget donc, que tu vas remettre à la famille tous les 3 mois pour les soutenir. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Hein. Et la meilleure façon de soutenir sa famille au pays, c'est d'identifier 2 ou 3 membres que tu donnes qui ont une bonne moralité, n'est-ce pas? 2 ou 3 membres de la famille. Voilà, tu leur confies une petite activité. Dans leur tête, c'est un peu comme si, voilà, c'était pour toi. Mais en fait, c'est pour eux. Mais c'est une manière indirecte de leur venir en aide, n'est-ce pas? Et tu finances cette activité bien jusqu'à ça tourne. Et les retombées de cette activité maintenant, sera donc comme support, n'est-ce pas? Comme support financier de la famille. Donc, tout ce qu'ils vont faire comme marche là-bas, tu pourras utiliser ça pour soutenir la famille. Là, ça t'évite de toucher les retombées de tes investissements ici, puisque tout ce que tu auras comme retombées ici, tu peux donc réinvestir dans d'autres projets, n'est-ce pas? Et là, je pense qu'avec cette méthode, ils seront un peu plus responsables et ils vont faire des dépenses un peu plus intelligentes et tout en utilisant ces retombées. Voilà, voilà en quelques mots des conseils pratiques à l'endroit des jeunes Africains qui arrivent dans la diaspora pour une formation ou pour des études et aspirant à la liberté financière. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas mettre mes recommandations en pratique. C'est payant.
avant de t'asseoir dans le ventre de l'oiseau, comme on dit souvent, c'est-à-dire avant de prendre le vol pour aller dans un pays, pour continuer ta vie, pour continuer tes études, pour faire une formation, regarde cette vidéo. C'est très important, je t'en prie. Même si toi tu es déjà ici dans la diaspora, je t'en supplie, partage cette vidéo pour que nos cadets qui sont encore au pays écoutent cette vidéo. Ça va beaucoup les aider, ça va les orienter, je vous en prie. Voilà, cette vidéo était valable hier. Quand je dis hier, si on recule de 20 ans, cette vidéo a sa validité. Elle est valable aujourd'hui et elle sera valable demain, donc dans l'avenir. Vous qui m'écoutez, je vous en prie, partagez cette vidéo au maximum dans tous les cours de langue. Les centres culturels, les universités, dans les écoles où les classes de terminale, pour permettre à ces jeunes d'être munis des vraies âmes pour affronter la diaspora. Ce n'est pas facile. La diaspora n'est pas facile. Mais quand tu es un travailleur, quand tu es un bosseur, tu t'en sors. Tu t'en sors. On chantait quand on était plus jeune. Pour manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au repas. Cette chanson me chante dans ma tête tous les jours quand j'entame un projet. Donc, vraiment, tenez compte de ça. Il faut que ces jeunes soient munis des vraies armes pour pouvoir affronter la diaspora. Ne les fatiguez pas les oreilles avec les effets spéciaux, avec le Congo-ça, avec le Japap, tout ça là. Et vraiment, orientez-les dans quelque chose qui leur apporte vraiment quelque chose de constructif et de rentable dans l'avenir. N'est-ce pas? Voilà. Et je pense qu'avec ces conseils pratiques, et si vous partagez cette vidéo, on aura dans l'avenir moins de pauvres, moins de sans-abri et moins de fous, ou alors moins de décès dans notre communauté. Nous pouvons tous constater dans la diaspora le nombre de fous, le nombre de sans-abri, le nombre de décès. Tout ça, c'est à cause de la pauvreté. Parce que les gens qui se pendent, les gens qui mettent un terme à leur vie eux-mêmes, généralement, quand tu fouilles bien, tu te rends compte que beaucoup parmi eux avaient des problèmes financiers, des factures non gérées, des problèmes au tribunal à cause de l'argent. Or, si tu as déjà des investissements, tu as déjà des investissements qui te rapportent de l'argent, tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de situation. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la seule façon pour toi de me remercier pour tout ce travail que j'abats, pour réunir toutes ces informations et pouvoir fournir ce genre de contenu aussi percutant, n'est-ce pas? C'est de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, de m'envoyer un like si possible, de partager ma vidéo au maximum possible. Et voilà, tu peux me recommander auprès de tes proches. Et naturellement, si tu as des questions, si tu as des recommandations, si tu as voilà, des informations à partager, tu peux m'écrire en commentaire. Voilà. C'était un honneur pour moi de partager ces conseils pratiques avec toi aujourd'hui. Et j'espère que tu as pris note et que voilà, et que dans 3 ans ou plus tard, disons dans 6 ans, tu auras mis ton premier investissement sur pied. Et voilà, ce ne sera que pour moi, j'aurais fait ma part. C'est à toi maintenant de faire ta part. Donc, ne rate pas la prochaine vidéo. Elle sera encore plus percutante. Reste scotché. Abonne-toi. Voilà. Et je te dis également merci pour ta disponibilité. Merci pour ton temps. Merci pour ton attention. Voilà. C'était Fabrice de Dimo Génie. Ciao.